Bonjour et bienvenue sur Tricotouch. Aujourd'hui, ça doit être mon tuto numéro 25 et nous sommes dans la série Doudou. Alors Doudou parce que j'utilise des aiguilles numéro 20. Rappelez-vous, il y a un an, quasiment jour pour jour, je vous ai proposé un pull Doudou à tricoter avec des aiguilles 20 en moins de 8 heures. Et je me suis dit qu'à l'époque, il y avait pas mal de triconautes qui avaient acheté spécialement les aiguilles en taille 20 pour pouvoir tricoter ce pull. Vous trouverez le lien en haut là qui va s'afficher, et je me disais, bon, il faudrait quand même proposer un autre ouvrage avec ce type d'aiguille. Ça serait dommage d'avoir fait un tel investissement pour ne faire qu'un ouvrage avec. Du coup, je vous propose de tricoter un pouf doudou, enfin un pouf doudou, en tout cas en deux versions. La version 1 qui est ici et la version 2 qui est là. Donc je vais vous les présenter un petit peu, je vais essayer de m'organiser pour qu'on arrive à les voir à la caméra. Je vous en parle un petit peu, ensuite les conseils, le matériel, et puis le tuto commence. Alors la toute première chose que je peux vous dire, c'est que ce tuto se fait avec des aiguilles 20. Donc je me rappelle que pour le pull doudou, j'ai eu pas mal de questions en me disant mais si je le faisais avec des aiguilles 12 ou 15, combien de mailles je monte? Je vous répondrai la même chose que pour le pull doudou, c'est un tuto qui est prévu en aiguille 20. Vous pouvez évidemment le tenter avec une autre taille d'aiguille, mais vous n'aurez forcément pas du tout le même résultat. C'est un tuto qui se fait, c'est un pouf pardon, qui se tricote au point mousse, dans les deux cas, et dans les deux cas en rang raccourci. Alors là c'est pareil, si vous souhaitez le réaliser dans un autre point, ça va radicalement modifier les choses. Moi je ne le propose qu'au point mousse. Alors je vous disais deux versions et précisément vous avez d'ailleurs deux documents avec les explications. Version 1 que je tricote en direct et version 2. La version 1, alors attends, je vais essayer de l'attraper, voilà. Je ne sais pas si on voit correctement la forme. Donc c'est un pouf qui est plus haut et légèrement moins large et pour lequel on a besoin de plus de matériel. Donc je vous parlerai évidemment de tout le matériel, mais principalement j'utilise pour la version 1 un disque de mousse. Alors c'est vendu par deux, il y en a un qui est dessus et un qui est au fond forcément. Donc ça je vous en parle, moi je l'ai trouvé à Mondial Tissu, mais je suppose que ça peut se trouver un petit peu partout. Donc celui-ci c'est la version 1, c'est celui que je filme en direct, et celui-ci qui est quand même nettement moins haut, pas forcément le diamètre est pas forcément plus petit, mais il est moins haut, il nécessite aussi beaucoup moins de fils, beaucoup moins de rembourrage. Et celui-ci, donc c'est la version 2. Donc la première chose à faire, c'est d'aller sous la vidéo chercher le lien vers ces documents. Donc vous trouverez ces documents sur mon compte Pinterest dans le tableau numéro 25 et sur mon compte Facebook dans l'album photo numéro 25. Donc vous avez deux documents, version 1, version 2, c'est très exactement la même chose, il y a trois petites différences. Au départ, la quantité de fil perdu qu'on garde n'est pas la même, le nombre de mailles qu'on monte n'est pas le même, et la quantité de fil perdu qu'on garde à la fin n'est pas le même non plus. Sinon, entre les deux, les explications sont précisément les mêmes et la méthode est très exactement la même. Donc moi, je vous filme la version 1, mais vous pouvez tout à fait faire, grâce à ce tuto, la version 2 si vous préférez. Dans le tuto, je vous explique combien de fils il faut mettre ensemble pour tricoter ce pouf avec les aiguilles 20 et je vous explique aussi comment calculer à l'avance la quantité de fils qui vous sera nécessaire. Pour celui-ci, j'ai utilisé le fil Julia de chez Zeman, donc 8 fils ensemble, 8 pelotes, et il m'en a fallu chaque fil faisant au minimum 150 ou 160 mètres, sachant que la pelote en fait 170, je les ai quasiment terminés. Pour celui-ci, j'ai utilisé le fil looping qui se tricote initialement en aiguille 6. J'ai mis aussi 8 fils, 6 x 8, 48, parce qu'il faut s'approcher du nombre 50. Et il m'a fallu 110 mètres par fil pour pouvoir tricoter ce modèle-là. Donc en plus du choix esthétique, vous avez aussi le choix de la matière, enfin de la quantité de fil. Si vous n'avez que des pelotes où le fil ne dépasse pas les 110 mètres, je pense qu'il faudra s'orienter sur ce modèle-là. Si au contraire vous avez une grande marge de manœuvre, vous pourrez tricoter celui-ci. En tout cas dans le tuto, je vous explique comment calculer le nombre de fils et comment calculer le métrage de chaque fil. Donc on aura besoin pour ce modèle-là, donc je vous le disais, de ces disques de mousse. On aura besoin d'un coupon de tissu qui soit plutôt de type coton, c'est-à-dire qui ne soit pas extensible. Donc un coupon, une fois coupé, de 75 cm de hauteur par 126 cm de large, plus un bout de tissu pour faire le fond qui soit à peu près de cette dimension-là, c'est-à-dire en l'occurrence c'est un diamètre 38. Pour celui-ci, j'ai utilisé un t-shirt en jersey
premier prix en taille XXL. Pour ce qui est du rembourrage, alors je vous montre aussi, je vous parle pas mal du rembourrage. Ce que je peux vous indiquer, c'est qu'un sac de 1 kg ne suffira pas, il en faudra plus, mais je vous montre aussi qu'en particulier pour ce modèle-là, non, c'est pour celui-là, je sais plus, attends, j'ai un doute, que vous pouvez rembourrer avec autre chose que de la fibre de rembourrage que vous achèteriez dans le commerce. Bon, j'ai fait un mélange des deux, j'ai mis du rembourrage acheté, de la récupération, des vieux coussins, des vieux fils de laine, on peut même éventuellement mettre des tissus dedans. Alors, en dehors du fil et puis des aiguilles en taille 20, il vous faudra aussi évidemment une paire de ciseaux. Moi, j'ai utilisé aussi une paire de ciseaux crantés. Ça m'a permis de couper mon tissu sans qu'il s'effiloche. Je parle du tissu coton. Si, le tissu en jersey aussi, parce que celui-ci, il faut un tissu qui soit nettement plus extensible en fait. C'est pour ça que j'ai utilisé un t-shirt. Bon, la paire de ciseaux crantés, c'est une option, mais c'est vrai que c'est pas mal. On aura un petit peu de couture à faire. La couture de la housse qui se trouve à l'intérieur du pouf, moi je l'ai faite à la machine à tricoter, n'importe quoi, à la machine à coudre. Ça peut parfaitement se faire à la main, c'est simplement que ce sera un petit peu plus long. On aura aussi des coutures à faire, mais cette fois-ci, il va falloir coudre le pouf lui-même, ce qu'on a tricoté. Et vous comprenez bien qu'une aiguille à laine, même si le chat est un peu gros, ne suffira pas. Première solution, vous avez la possibilité de faire les coutures et donc l'assemblage de cette partie-là avec les doigts, puisque les trous sont suffisamment grands pour pouvoir passer les doigts, il n'y a pas de problème. Mais vous pouvez utiliser aussi, moi je ne savais pas que j'avais ça, en fait je l'ai découvert à l'occasion de ce tuto, un passe-lacet, j'en ai deux. Celui-ci est peut-être moins pratique parce qu'il ne s'ouvre pas et on a du mal à rentrer les 8 fils, ou plus d'ailleurs, je dis 8 fils, moi c'est 8 fils, peut-être que vous ça sera 14, je ne sais pas. Donc j'aurai du mal à le rentrer dans le chat qui est ici. Par contre, ce modèle-là est pas mal. Donc vous venez insérer vos fils à l'intérieur, vous fermez, et puis vous venez pousser le petit cercle de métal, voilà, et votre passe-lacet se transforme en aiguille à coudre XXL. Alors vous voyez, moi j'en ai fait plusieurs, j'en ai fait un deuxième comme ça, et puis j'en ai fait d'ailleurs aussi un deuxième comme celui-ci. Ce que je vous conseille de faire, si vous avez le temps, avant de vous attaquer à regarder le tuto en entier, je vous propose d'aller voir le bilan où je vous parle un petit peu plus de mon ressenti. Parce que maintenant j'ai suffisamment de recul pour pouvoir vous parler un petit peu, vous donner peut-être des petits conseils qui vous seront utiles. Pour le matériel, on va d'abord parler de la housse. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que quelle que soit la version, vous serez obligé d'utiliser une housse. Et la raison principale, c'est que comme on tricote du point mousse, qui est quand même très extensible, vous voyez, ça fait des trous. Si vous mettez du rembourrage à l'intérieur de votre pouf sans avoir pris le temps de faire une housse avant, tout simplement, ça va passer à travers. Ce qu'il faut savoir aussi pour les deux versions, c'est qu'on voit un petit peu la housse au travers du pouf. Alors, ça signifie qu'il va falloir que vous réfléchissiez 2 minutes de plus que moi, parce que pour celui-ci, vous voyez, j'ai mis une housse, donc c'est un t-shirt de couleur blanche, et ça se voit à travers, et ça me convient franchement moyennement. J'aurais dû choisir un t-shirt noir pour cette version-là. Ici, la housse, je l'ai faite avec un tissu blanc, et effectivement, ça ne se voit pas du tout. Donc, deux règles. La première, il faut forcément une housse. La deuxième, veillez à bien choisir la couleur que vous allez utiliser en fonction de la couleur du fil que vous allez utiliser. Alors continuons sur la housse. En fonction de la version que vous allez choisir, vous n'allez pas utiliser le même type de tissu. Pour la version 2, où on a besoin que le pouf vienne bien s'étaler, on va utiliser un tissu de type jersey qui est très extensible. Donc ça peut être soit un t-shirt, un grand t-shirt de taille XXL, soit éventuellement, j'ai vu aussi que j'avais un vieux drap housse en jersey. Donc là, c'est pareil, vous utilisez le tissu le plus extensible que vous puissiez trouver. Ça peut être aussi le bas d'un vieux pull. Je vous mettrai ici les dimensions du bas du t-shirt que j'ai utilisé. Voilà, c'est un taille XXL comme celui-ci. De cette façon, vous vérifierez que si vous utilisez un vieux pull, que ce soit aussi de la bonne dimension, tout simplement. Pour cette version-là, on va par contre avoir besoin d'un tissu qui ne soit pas du tout extensible, de type coton. Donc ici, un très vieux drap, très épais, ou bien encore, là, j'ai une vieille nappe que j'ai récupérée. Oui, que j'oublie pas de vous parler à nouveau des disques de mousse qu'on utilise pour la version 1, celle que je filme en direct. Donc là, c'est un lot de 2 disques que j'ai acheté à Mondial Tissu, 9,99 € les deux, ça fait 38 cm de diamètre.
Il y a un disque qu'on mettra au fond du pouf et puis un disque qu'on mettra au-dessus. Moi, je trouve que ça rend l'assise beaucoup plus confortable. Parlons maintenant un petit peu du rembourrage. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans la version 1, vous allez utiliser un tissu en coton peu extensible et si possible assez épais. Vous allez avoir beaucoup plus de possibilités d'utiliser les matériaux que vous avez à la maison. Ici, ça sera plus compliqué parce qu'avec le tissu de jersey qui, par définition, est relativement fin, si vous utilisez des matériaux qui ont trop comme des flocons, comme des bouts de tissu avec les coutures, ce genre de choses, et bien tout simplement, ça risque de faire des petites bosses et de se voir à travers. Donc, pour celui-ci, moi, j'ai utilisé un mélange de flocons. Alors, j'en ai plus sous la main, donc là, je vais vous mettre une petite photo et puis les quantités que j'ai utilisées. Donc, une partie de flocons, une partie de tissu, mais j'ai quand même veillé à enlever les grosses coutures, notamment pour les t-shirts et les jeans au niveau des épaules, au niveau de la ceinture. Et j'ai veillé à couper aussi le tissu en tout petits morceaux, hein, histoire quand même que ça fasse pas trop de relief, parce que même si la housse est épaisse et que le fil est épais, je voulais pas non plus que ça fasse des petites bosses et qu'on ne voit que ça. Dans tous les cas, et dans la version 2 en particulier, vous pourrez utiliser d'autres types de rembourrage, notamment ceux utilisés dans le commerce. Alors, hop, voilà, ça se présente généralement. Alors ça, c'est en fait un vieux coussin de canapé que j'ai récupéré. Donc j'ai récupéré tout le rembourrage qu'il y avait à l'intérieur. Vous voyez, il y a quand même un petit peu des morceaux un petit peu denses, mais ça ne se voit pas à travers. Ici, pareil, un vieux coussin que j'ai éventré, puis je suis venue récupérer le rembourrage qui était à l'intérieur. J'ai aussi du molleton que j'ai récupéré. Donc là, c'est pareil, je prends des bouts, je les effiloche. Si les bouts sont trop gros, je les mets plutôt dans la version 1. Si j'arrive à bien les effilocher, je les mets dans la version 2. Vous avez dans le commerce toutes sortes de rembourrages. Alors, je vous mets les quantités que j'ai utilisées pour celui-ci en particulier. Il me semble qu'un sac de 1 kg, c'est pas suffisant. Ça, c'est un petit sac de 250 grammes qui vaut 4 €. Le sac de rembourrage de ce type-là, je vais vous le montrer. Voilà, le sac de rembourrage de 1 kg de ce type-là, je l'avais payé 9 €. Et en réalité, il faut bien 2 kg pour ce coussin-là. Mais moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé à la fois du rembourrage comme ça, à la fois le rembourrage d'un vieux coussin, et puis aussi, hop, je vais essayer de ne pas tout faire tomber. Donc là, vous voyez, la petite ampoule que j'ai, eh ben, c'est ce travail-là qui me l'a causé. C'est-à-dire que j'ai récupéré plein de restes de laine. J'en avais une caisse complète, donc j'en ai mis la moitié de la caisse là-dedans, plus un sac de 1 kg de rembourrage, et puis un petit peu du coussin avec. Et ces restes de laine, je les ai coupés en petits morceaux. Voilà, et puis j'ai utilisé tout ça. J'ai vraiment tassé. Donc j'ai mis beaucoup de matière parce que je voulais vraiment qu'il ait une bonne consistance, que quand on s'assoit dessus, que ce soit pas complètement mou, quoi, en fait. Plus vous tasserez, mieux ce sera. Alors je voulais pas préciser, mais ce rembourrage-là et le sac de 1 kg que j'avais acheté, il est hypoallergénique et ça peut avoir sa petite importance si c'est un pouf que vous faites pour un enfant éventuellement ou quelqu'un qui est allergique. À ce propos, vous voyez ici, j'ai un sac plein comment ça s'appelle, des bourres du sèche-linge. Ça, je vais vous le déconseiller pour le coup. Alors, je vais vous le déconseiller, oui et non. Moi, j'ai pas pu l'utiliser déjà parce que j'ai des animaux. Donc, vous voyez, dans les bourres de sèche-linge, il y a énormément de poils de chien, etc. Et il y a énormément de poussière. Donc, j'ai décidé vraiment de ne pas utiliser ce rembourrage-là pour les poufs. En réalité, je le destine à autre chose. Donc, je vais essayer de trouver une solution. Mais en tout cas, pensez-y, si c'est pour un cadeau, faites peut-être attention au type de rembourrage que vous utilisez. Il sera peut-être nécessaire d'utiliser un matériau qui soit hypoallergénique. Hypoallergique. Hypoallergénique. J'invente des mots, moi. Dans tous les cas, que ce soit, hop là, je vais y arriver, cette version-là ou cette version-là, donc je vous disais qu'il fallait tasser un maximum. Vraiment, parce que c'est le seul moyen d'avoir quelque chose de confortable. Et alors à ce propos, il faut que je vous dise quand même que ce tuto, c'est un tuto ultra sport, ultra physique. Déjà, on tricote avec des aiguilles taille 20, donc elles sont absolument énormes. On utilise beaucoup de fils, hein, ça a aussi son poids. Ensuite, il faut venir tasser le rembourrage. Et croyez-moi, c'est pas une mince affaire. Et en plus, on s'en fout partout. C'est-à-dire que lorsque vous faites le rembourrage, quelle que soit la matière utilisée, mais plus particulièrement si vous utilisez des flocons, c'est bien simple, il y en a partout. Et à ce propos, un petit conseil, surtout ne mettez pas de pull pour faire le rembourrage, parce qu'après, vous n'arriverez carrément pas à enlever les petits flocons qui vont coller à votre pull.
Ça me fait penser tout à coup que j'avais envisagé à un moment d'acheter des billes de polystyrène pour venir rembourrer ces poufs. J'ai fait un petit essai parce que j'ai eu l'occasion d'avoir juste un tout petit peu de billes de polystyrène, mais c'est carrément pas possible, quoi. L'électricité statique est telle que vous ne pouvez même pas les manipuler, l'aspirateur en vient même pas à vous, et en plus c'est super cher. Donc billes de polystyrène, si vous achetez le pouf tout fait, ouais, parce que c'est quand même super confortable, mais par contre, acheter des billes de polystyrène pour faire le rembourrage, moi j'y crois pas une seconde. Bon, on a fait le tour pour tout ce qui concerne le tissu et le rembourrage, et aussi les disques de mousse. Donc maintenant on va passer au fil, le choix du fil d'abord, et ensuite vous verrez, on tricotera quelques rangs pour connaître le métrage dont on aura besoin. Alors, avant toute chose, il faut quand même savoir combien de fils on va associer pour pouvoir tricoter avec ces aiguilles taille 20. Alors, ce que je fais moi, c'est que je prends la taille à laquelle se tricote normalement le fil. Donc ici, c'est fil looping de chez Fil d'Art, il se tricote en taille 6. Et je vois combien je dois en mettre pour me rapprocher le plus possible du nombre 50. Donc si je fais 50 divisé par 6, ça me fait 8,33. J'ai choisi de mettre 8 fils uniquement parce que c'est un fil un petit peu cher. Donc 8 x 6, 48. Vous voyez, je me rapproche du chiffre du nombre 50. Pour ce fil-là, ça c'est la version 1, c'est le fil Julia de chez Zeman. Celui-ci est préconisé pour des aiguilles 7-8. Donc logiquement, j'aurais dû mettre que 7 fils. 7 x 7, 49 ou 7 x 8, 56. Sauf que personnellement, je suis intimement persuadée que ce fil ne peut pas se tricoter au-delà d'une taille d'aiguille numéro 6. Donc j'ai mis 8 fils. 8 x 6, 48. Si vous avez des fils beaucoup plus fins, comme celui-ci, là c'est un 100% acrylique, c'est le fil Charlie de chez Fil d'Art, et bien là pareil, donc c'est taille numéro 4, je fais 50 divisé par 4, il me faut entre 12 et 13 fils pour pouvoir le tricoter avec des aiguilles numéro 20. Alors le point commun entre le fil looping et puis le fil de chez Zeman, c'est que c'est un fil, bon évidemment qui est un petit peu épais, mais surtout il a une certaine texture, il n'est pas extrêmement lisse. Donc mon conseil, si vous utilisez un fil qui est un petit peu plus lisse comme celui-ci, ça serait peut-être de lui mettre un fil, ou plusieurs fils plutôt brumeux comme celui-ci, ou encore mieux celui-là, ça c'est fil neige de chez Fil d'Art, et ça doit être fil Angèle de chez Bergère de France. Voilà, ça lui donnera un petit peu plus de texture, parce qu'il est très important tout de même qu'on ait un ensemble assez homogène et que les fils ne se détachent pas les uns des autres. Alors voyons maintenant les fils que je vous déconseille. Celui-ci, il a l'air très brumeux, on se dit qu'il va vraiment être adéquat, mais en fait c'est un fil qui contient de l'élastane. Donc ça va pas être possible parce que ce qui va se passer, c'est que le coussin n'aura pas du tout la dimension prévue au départ, mais vraiment pas, ça en sera très éloigné. Les fils que je vous déconseille aussi, ce sont les fils qui sont de type coton. Voilà, parce que même plusieurs fils mis ensemble, vous verrez, le résultat sera plutôt assez catastrophique. Là, c'est un fil un petit peu corde. Celui-là aussi, je vous le déconseille. De la même façon, je vous déconseille ce genre de fils qui sont l'association de... Ici, il y en a 4, 3 ou 4, j'y vois pas très bien, voilà. 3 petits fils qui ne sont pas tordus. Ça aussi, c'est le genre de fil qu'il faut éviter d'utiliser pour ce tuto en tout cas. Alors maintenant qu'on sait quel type de fil on doit utiliser et combien on doit en mettre, la question c'est de savoir quelle longueur doit faire chaque fil. Pour ça, vous allez voir, on va tricoter juste quelques rangs, prendre une mesure et ça nous permettra de déterminer le métrage à 10% près. Une fois n'est pas coutume, on ne va pas faire d'échantillon sur cet ouvrage-là. Par contre, ce qu'on va faire, et ça c'est une option, c'est que je vais monter 16 mailles, tricoter 3-4 rangs, et je vais profiter de ce moment où je tricote ces 3-4 rangs pour venir compter le nombre de mailles que je peux tricoter avec 1 mètre de fil. Ça nous permettra de savoir si on a suffisamment de fil pour tricoter cet ouvrage en entier. Alors quelque part par là, je vous mets quand même le lien vers la vidéo pour l'échantillon, parce que dedans je montre précisément comment on monte les mailles et comment on tricote des mailles en droit et des mailles en vert. Ici, je montre le principal. Donc déjà, vous prenez 1 mètre de fil perdu, environ, et puis on fait un nœud coulant. Alors le nœud coulant, c'est le nœud qui se défait facilement. Ce nœud coulant va compter pour une maille. Alors pour ceux qui débutent vraiment, qui n'ont jamais tenu de fil et d'aiguille, je vous propose quand même de faire ce petit essai, même si vous n'avez pas besoin de savoir combien de fils il vous faut, parce que ça va vous permettre de vous familiariser avec le montage des mailles, et en particulier avec les mailles en droit, puisqu'on va tricoter au point mousse, ce ne sont que des mailles en droit. Et ici, vous voyez, ça va vous permettre de vous habituer à faire en sorte de ne pas
avoir de tension sur ce fil-là, il faut qu'il soit libre. Donc vous sortez du fil d'avance. Alors moi j'en ai un peu trop sorti parce que j'ai eu des difficultés à tirer le fil intérieur de la pelote. Donc j'ai 30 mètres de fil d'avance, c'est pas nécessaire. Donc première chose, ne pas trop tirer là-dessus. Et deuxième chose, quand vous allez piquer pour faire vos mailles, soit pour les monter, soit pour les tricoter, de faire attention de ne pas venir piquer à l'intérieur de votre groupe de fils. Parce que dans ce cas-là, vous ne prendrez que certains fils et pas d'autres, et ça vous fera des boucles qui seront très visibles. Allez, donc on a déjà monté une première maille. Fil perdu d'un côté, fil qui mène aux pelotes de l'autre. Et on va en monter 16. 3. Donc comme on est avec des grosses aiguilles, on est obligé de s'y reprendre à plusieurs fois. C'est pas aussi aisé qu'avec des aiguilles de taille normale. Bon, ben ça c'est un peu les pieux là, avec lesquels on tricote qui oblige à ça. Hop, vous voyez, j'ai failli piquer dans le... Non, non, il faut faire bien attention. L'autre chose aussi, c'est qu'il faut que vos mailles se forment sur la partie épaisse de l'aiguille et pas sur la pointe. Vous voyez? Alors, quitte à... Et on tire un peu vers le bas, mais pas trop. Enfin, je dis pas trop, puis je tire comme un âne. Mais moi, de toute façon, je tiens mes aiguilles comme si on avait peur de me les voler. Si j'avais peur qu'on me les vole, je veux dire. Je sais plus où j'en suis. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Encore 5. 12. Et voilà 16. Nous voilà prêts à tricoter notre premier rang. Première chose, on tricote du point mousse, qui est un point qui est réversible. Donc on ne sait jamais si on est sur l'endroit ou l'envers du travail. Quelque part par là, un petit lien vers une vidéo que j'ai faite sur l'endroit à l'envers du travail. C'est pas inintéressant pour ceux qui débutent vraiment. L'endroit du travail, c'est la partie du travail qui sera visible. C'est aussi, ça correspond au rang impair. 1, 3, 5, 7, etc. Quand on a monté les mailles comme je les monte, on est sur l'endroit du travail. Chaque fois que le fil perdu est du même côté que le fil qui mène à la pelote. Si vous ne montez pas vos mailles comme moi, et que du coup ça risque de vous poser un problème pour reconnaître l'endroit et l'envers du travail, or c'est quelque chose de très important dans cet ouvrage. Il faut absolument que vous sachiez où vous en êtes, parce que sinon ça va être très vite galère. Ce que je vous propose de faire avant de tricoter votre premier rang, hop, c'est de venir glisser un petit repère côté fil qui mène à la pelote. De cette façon, vous saurez que quand ce petit repère est du même côté que le fil qui mène à la pelote, c'est que vous êtes sur un rang impair, vous êtes sur l'endroit du travail. Voilà qui est fait. Alors on va tricoter quelques rangs, on va essayer de tricoter le plus naturellement possible, si tant est effectivement que ce soit possible avec des aiguilles de cette taille-là, parce que c'est le moment où on va en profiter pour compter le nombre de mailles qu'on peut faire, qu'on peut tricoter avec 1 mètre de fil. Ce que je vous propose, c'est d'abord de tricoter 2 rangs pour rien, on ne va pas compter à ce moment-là. C'est juste pour s'éloigner un petit peu du bord, parce que le bord est forcément très serré. Donc pour faire, ça commence, pour faire une maille à l'endroit, vous piquez dans ce sens, le filet derrière, vous entourez la deuxième aiguille, et vous faites tomber tout ça. Hop. Donc là, je vais tricoter 2 rangs pour rien, juste pour m'éloigner du bord de l'ouvrage. Ah ben là, j'ai mal piqué. Alors quand on pique mal, on retire son aiguille, et on recommence. Voilà. Ça fait un petit moment que j'ai pas tricoté avec ces grosses aiguilles. Donc les 5 premières minutes sont un peu sport. Après, ça sera moins sport que le tuto. C'était le 16 le plus doudou, ouais, c'est ça. Où on faisait un ouvrage complet, un pull, avec des aiguilles de cette taille-là. Là, je peux vous dire que les bras, ils le sentent passer. Allez, je vais jusqu'à la fin de mon rang numéro 1. Ici aussi, faites attention qu'il n'y ait pas des fils qui soient complètement détendus et d'autres tendus, vous voyez. Donc régulièrement, voilà, vous tirez, vous faites comme ça avec votre main, pour que tous les fils aient la même tension en fait. Je termine mon rang numéro 1, mais j'ai des mains à faire des mottes moi aujourd'hui, je sais pas ce que j'ai. Voilà, attends, non, TV. Ma dernière maille, je ne l'ai pas piqué correctement. Voilà. Je suis sur le rang numéro 2, je vais attaquer un rang pair, vous voyez, mon repère
et de ce côté-là. Il n'est pas en début de rang du même côté que le fil qui mène à la pelote. C'est ce qui m'indique que je suis sur l'envers du travail. Et je tricote le rang numéro 2, exactement comme le rang numéro 1. Donc le point mousse, c'est ça, hein, c'est les allées comme les retours. On tricote toutes les mailles à l'endroit. Voilà, je termine mon rang numéro 2. Donc moi, je tricote que 2 rangs avant de compter le nombre de mailles pour un mètre linéaire. Parce que j'ai vraiment suffisamment de fils pour faire face, quoi qu'il arrive. Mais si pour vous, c'est très important de savoir le plus précisément possible combien de fils, combien de longueur de fil il vous faut, et qu'en plus, vous avez besoin d'entraînement parce que vous ne savez pas tricoter ou que c'est la première fois que vous tricotez avec des aiguilles aussi grosses, je vous propose de faire 4 rangs. De cette manière, vous aurez quelque chose qui peut s'apparenter à un rythme de croisière, vous tricoterez de manière beaucoup plus régulière, et du coup, vos mesures seront bien plus précises. Arrivé à ce stade-là, ce que je vais faire, c'est que je vais mesurer mon fil de la base de mon aiguille et je vais mesurer 1 mètre et je vais venir y mettre un petit repère. Alors pour mesurer 1 mètre de fil, moi j'ai une table qui fait, sur laquelle j'ai pris un repère de 1 mètre. Vous posez votre fil sans tirer dessus, sans non plus qu'il soit comme ça. Voilà, vous le posez délicatement et vous mesurez 1 mètre de là, à partir de là, je raconte n'importe quoi moi. Et puis vous venez poser votre petit repère. Donc je m'occupe de ça et puis on se retrouve. Voilà, donc 1 mètre c'est ici, j'ai pris un petit fil de couleur et je viens poser un repère. L'objectif c'est que ce fil ne bouge pas. Donc il faut quand même suffisamment le serrer. Par contre on ne coupera pas tout ce qu'on vient de tricoter, on en aura besoin pour faire notre ouvrage, donc ne faites pas non plus un quadruple nœud parce que vous aurez du mal à l'enlever. Voilà, je pense que c'est bon. Et maintenant je vais tricoter, continuer à tricoter tout à fait normalement. Mais je vais compter le nombre de mailles que je peux tricoter avec ces 1 mètre de fil. Quand j'arrive vers mon repère, je fais attention de ne pas le déplacer en tricotant. Donc là, j'ai pas tout à fait de quoi faire une maille entière en fait, je vous le montre. Voilà, c'est limite. Donc je vais compter mes mailles, 2, 4, 6, 8, 10, 11. Je vais compter 10 mailles et demie. Alors, vous allez dire une demi-maille, non, c'est important parce que regardez la taille de mes mailles avec autant de fils et des aiguilles aussi grosses. Donc moi je vais compter 10 mailles et demie, puisque la 11e, j'ai pas pu la faire complètement. Et c'est ce qui va me permettre de calculer à l'avance le fil dont j'aurai besoin. Donc moi j'ai trouvé 10,5 mailles pour 1 mètre. Alors voyons un petit peu quels enseignements on peut trouver de ça. Si vous trouvez par exemple 9 mailles, ça signifie que vous tricotez un petit peu plus serré que moi. Ça ne va pas du tout vous empêcher de calculer la quantité de laine qu'il vous faut. Mais par contre, la dimension finale de votre pouf sera forcément un petit peu plus petite. Vous aurez un pouf légèrement plus petit que celui que je fais. Si vous trouvez 11 mailles au mètre linéaire, ça signifie que vous tricotez de manière plus souple que moi. Et donc, votre ouvrage terminé sera légèrement plus grand que le mien. Si par contre, vous trouvez 7, 8 mailles au mètre linéaire, là, ça signifie que vous tricotez extrêmement serré. Donc là, il va y avoir deux conséquences. D'abord, les dimensions du pouf seront beaucoup plus petites. Ensuite, ça risque d'être beaucoup plus difficile à tricoter. L'explication, alors il peut y en avoir plusieurs, c'est simplement que vous tricotez de manière très serrée. L'autre explication, c'est que vous avez peut-être mis beaucoup trop de fils. Alors il s'agit d'avoir un ouvrage qui soit suffisamment dense pour pas qu'on voit trop la housse qui est dessous et pour qu'il ait une certaine tenue, mais pas non plus le truc super raide. Donc méfiez-vous, si vous trouvez 7 ou 8 mailles, je pense que c'est un petit peu trop serré, vous risquez d'avoir de mauvaises surprises. Si vous trouvez 12, 13 mailles au mètre linéaire, là ça signifie donc que vous tricotez beaucoup plus souple que moi. Première conséquence, votre pouf sera beaucoup plus grand, mais surtout, il aura beaucoup moins de tenue. Votre point va être tellement souple, surtout que c'est du point mousse qui s'étire très facilement, qu'on va vraiment voir la housse qui est dessous. Donc déjà, est-ce que la housse que vous allez fabriquer pour mettre le rembourrage à l'intérieur, est-ce que c'est un tissu qui est suffisamment joli pour qu'on le voit à travers, ou en tout cas accordé au fil que vous utilisez? L'autre chose, c'est que je ne suis pas sûre que l'assise soit très sécurisée. S'il est trop souple, comme c'est un pouf qui est un petit peu haut, je pense que vous allez avoir du mal à vous asseoir dessus. La deuxième chose, c'est que du coup, vous allez vouloir le rembourrer encore plus pour lui donner une certaine densité. Et là, pour le coup, ça va vraiment étirer votre point.
Donc là aussi, je pense que c'est peut-être, il faut peut-être faire attention. Là, ça me semble un petit peu trop lâche. Il faudrait peut-être rajouter des fils à votre ensemble de fils, parce qu'à mon avis, ça va être un petit peu compliqué pour vous. Voilà, cela étant dit, maintenant voyons comment, quel que soit votre résultat, vous pouvez calculer à l'avance le fil dont vous allez avoir besoin. Donc dans le document que vous avez téléchargé, vous avez le nombre de mailles total qui est de 1586. Donc il faut tricoter 1586 mailles en tout. Alors c'est pas tout à fait exact. En réalité, j'ai compté les mailles qu'on tricote, j'ai compté les mailles qu'on monte et j'ai compté aussi les mailles qu'on rabat. Par ailleurs, j'ai pris déjà dans ce nombre de mailles une marge de sécurité de 10%. En général, on prend toujours une marge de sécurité de 10% quand on veut calculer la quantité de fil nécessaire. Donc on va partir sur ce résultat-là. Si j'ai 1586 mailles en tout et qu'il m'en faut 10,5 par mètre linéaire, je vais diviser 1586 par 10,5. Hop, la petite calculette qui va bien. 1586 divisé par 10,5. Et je trouve 151 mètres. Donc vous prenez le nombre de mailles que je vous indique, vous le divisez par le nombre de mailles que vous avez trouvé pour un mètre linéaire, et vous trouverez la longueur que doit faire chacun des fils. Donc moi ça tombe bien, puisque mon fil, chaque pelote fait 170 mètres, j'ai donc 8 pelotes, parce que je ne souhaite pas faire d'assemblage de fils, c'est-à-dire que j'ai choisi, parce que j'ai la possibilité, d'acheter 8 pelotes suffisamment longues pour ne pas avoir à faire de raccord de fil. Si vous utilisez des restes de fil, tout ça va être beaucoup plus compliqué parce que faire des nœuds en milieu d'ouvrage, ça ne va pas être forcément l'idéal. Donc moi je sais en tout cas que chacun de mes fils doit faire 151 mètres au minimum pour ne pas avoir de raccord à faire et pour pouvoir tricoter la totalité de mon ouvrage. Voilà, donc on a vu ce qu'on voulait voir. Ben, la phrase qui sert strictement à rien. Donc maintenant, eh ben, qu'est-ce que je fais? Je défais les quelques rangs que je viens de tricoter. Alors moi, je vais avoir vraiment un réel problème, c'est que j'ai vraiment été obligée de tirer beaucoup trop de fils d'avance, ce qui fait qu'il y en a beaucoup. Voilà, vous voyez, tiens, un exemple. Là, il y a un fil qui n'a pas la même tension que les autres. Ça va m'obliger tous les 50 cm à bien venir lisser. Ça va pas être forcément très simple, mais bon, écoute, de toute façon, j'ai pas le choix. J'enlève le repère que j'avais pris. Je défais tout ça, et puis donc on va commencer l'ouvrage à proprement parler. Donc cet ouvrage se fait en 6 motifs. Il faut qu'on garde du fil perdu pour monter nos 31 mailles, mais il faut aussi qu'on garde du fil perdu pour faire une partie de la couture avec. Donc ce que je vous propose moi, c'est de garder, et ben je sais plus, je l'ai noté quelque part, il faut que je vérifie. Je regarde, oui, ça y est, j'ai retrouvé mes petites notes. Donc je vous propose de garder 2,70 m de fil perdu avant de faire votre petit nœud coulant qui comptera comme étant la première maille. Voilà, je fais mon nœud coulant. Hop. Ça commence. Oh, punaise. Secours. Ok. Fil qui mène à la pelote. 2,70 m de fil perdu de l'autre côté. Et je monte 31 mailles. 2, 3, 30 et 31. Première chose, on recompte ces mailles. 26, 28, 30 et 31. C'est bon. Le fil perdu qu'on a ici, qui nous servira pour la couture, on va l'entourer pour essayer de ne pas le confondre avec le fil qui mène à la pelote. Ça arrive régulièrement d'ailleurs. Donc voilà, moi je le noue au bout pour pas qu'il vienne me gêner. Hop, ok. Alors, rang numéro 1, on va tricoter. Donc c'est toujours à l'endroit, toutes les mailles sont toujours à l'endroit. On va tricoter nos mailles jusqu'à ce qu'il n'en reste plus que 2 sur l'aiguille de gauche. Hop. Allez, c'est parti. Voilà, j'y arrive bientôt. Là, il en reste 3. Encore une. Ok, il me reste bien 2 mailles sur l'aiguille de gauche. Là, on va devoir retourner l'ouvrage. Donc, c'est le principe des rangs raccourcis, c'est de ne pas tricoter les rangs jusqu'au bout et de retourner l'ouvrage pour faire le rang suivant. Et on va faire une petite manipulation. Ne vous inquiétez pas, cette manipulation, on la fera, je vais la faire sur chacun des 8 premiers rangs de chaque motif. Donc, là, pour le coup, on le verra plusieurs fois.
J'ai donc 2 mailles sur l'aiguille de gauche et mon fil est derrière puisque je tricote mes mailles à l'endroit. Je vais passer mon fil devant. Entre les deux aiguilles, il vient devant. Puis j'attrape la première maille qui se présente, comme si je voulais la tricoter à l'envers. Et je la fais passer sur l'aiguille de droite sans la tricoter. Je tourne mon ouvrage, non pardon, je refais passer mon fil derrière. Voilà. Je tourne mon ouvrage, hop là. J'ai donc une maille sur l'aiguille de droite, mon fil est devant, et cette maille-là que j'ai faite passer sans la tricoter. Je vais la refaire passer de l'autre côté en la prenant exactement de la même façon, comme si je voulais la tricoter à l'envers, mais je ne la tricote pas. Je l'attrape, je la refais passer de l'autre côté. Et je remets mon fil derrière. Pourquoi? Parce que je tricote les mailles à l'endroit, donc mon fil doit être forcément derrière. Alors ne tirez pas trop, mettez-le simplement derrière. Voilà. Maintenant, j'attaque le rang numéro 2 et je dois tricoter ce rang et m'arrêter là aussi lorsque j'aurai 2 mailles sur mon aiguille de gauche. Donc je tricote tout à fait normalement mon rang numéro 2. J'arrive vers la fin de mon rang numéro 2. Il me reste effectivement 2 mailles sur l'aiguille de gauche, donc je vais recommencer la même opération. Fil devant. Je fais glisser ma maille en la prenant comme pour la tricoter à l'envers. Je remets mon fil derrière. Je tourne mon ouvrage. Hop, j'ai une maille de ce côté et j'ai le fil devant. Je remets la maille en place sur l'aiguille de droite en la prenant sans la tricoter, en la prenant à l'envers. Et je passe mon fil derrière, prête à tricoter. Voilà, j'ai terminé mon rang numéro 2, je suis sur le point d'attaquer le rang numéro 3. Rang numéro 3, je dois le tricoter presque jusqu'au bout, comme d'habitude, puisque ce sont des rangs raccourcis, mais cette fois-ci, je vais laisser 4 mailles. Je vais m'arrêter à 4 mailles de la fin de mon rang. Allez, c'est parti. Je suis sur le point de terminer mon rang numéro 3. Hop. Voilà, il me reste 4 mailles sur mon aiguille de gauche, donc je vais faire demi-tour. Fil devant, je glisse la maille, fil derrière, je tourne, je reglisse la maille et je mets le fil derrière. Voilà, je suis prête à attaquer mon rang numéro 4. Je dois le tricoter jusqu'à ce que j'arrive à 4 mailles de la fin. J'arrive à la fin de mon rang numéro 4. Il me reste 4 mailles sur la fin. Je peux faire demi-tour. Fil devant, je glisse. Fil derrière, je tourne, je glisse. Fil derrière. Rang numéro 5. Eh bien, je dois le tricoter. Je dois m'arrêter à 6 mailles de la fin de mon rang. J'arrive à la fin de mon rang numéro 5, je vérifie, 2, 4, 6, c'est bon, je peux faire demi-tour. Fil devant, je glisse, fil derrière, je tourne, je reglisse et fil derrière. Rang numéro 6, tricoter jusqu'à ce qu'on soit à 6 mailles de la fin. Allez, c'est parti pour le rang numéro 6. On sent les muscles qui chauffent un peu là? Ça le fait ou... Moi, ça commence à le faire, hein, je vous le dis. J'ai chaud. J'ai chaud, c'est une horreur. Allez, j'aurais dû faire ça quand j'ai eu mon chauffage qui est tombé en panne. Ah, j'ai pas été bien maline. Allez, je continue. Voilà, je termine mon rang numéro 6. 2, 4, 6, c'est bon. Je peux faire demi-tour, fil devant. Vous voyez, quand je vous disais, je vais pas arriver à parler, que c'est toujours la même chose. Hop. Ça, c'est parce qu'on fait la version la plus simple des rangs raccourcis. Hein. Et parce que notamment, on est au point mousse. En jersey, il n'est pas dit que je n'utiliserai pas une autre technique, notamment pour que le moment où on lit les mailles se voit un peu moins. Mais enfin bon, bref. Rang numéro 7, tricoter jusqu'à ce qu'il reste 8 mailles en attente de 4, 6, 8. Allez, rang numéro 7. Je termine mon rang numéro 7. 2, 4, 6, 8, c'est bon. Je fais demi-tour. Hop là. Je m'en mêle. Oh, cette galère.
Oui, ne tricotez pas dans un fauteuil avec des accoudoirs, hein, ça va pas être possible. Rang numéro 8, tricotez le rang en laissant 8 mailles en attente. Allez, c'est parti. Voilà, je termine mon rang numéro 8. 2, 4, 6, 8 mailles en attente, c'est bon. Fil devant, je glisse, fil derrière, je tourne, je glisse, fil derrière. J'attaque mon rang numéro 9. Rang numéro 9, tricoter le rang jusqu'au bout. Eh bien, t'as vu. Allez, on fait les deux derniers rangs, là, l'air de rien. Le 9 et le 10. Je tricote les rangs jusqu'au bout. J'arrive vers la fin de mon rang numéro 9 et j'ai déjà quelques petites bricoles à vous dire. Ici, je suis à 8 mailles de la fin, donc je dois le tricoter jusqu'au bout, ce rang. Et vous voyez, là, cette maille, elle est un petit peu bizarre. C'est la première fois que j'en tricote une comme ça. Attends. Oui, forcément. Je réfléchissais en même temps. Alors, c'est normal qu'elle soit bizarre. Ça, c'est la 8e maille mise en attente sur le rang précédent qu'on a glissé 2 fois sans la tricoter. Donc, il est tout à fait logique que le moment où vous tricotez votre rang jusqu'au bout, c'est-à-dire le rang numéro 9 et le rang numéro 10, que vous tombiez sur des mailles qui ont un aspect un petit peu bizarre. Ce sont des mailles qu'on a fait glisser sur les rangs précédents. Voilà, à chaque fois qu'on a fait glisser une maille, elle est un petit peu particulière. Eh bien, là, on va la tricoter, donc effectivement, elle n'a pas le même aspect que d'habitude. Voilà, là, je termine mon rang numéro 9. Hip, non sans mal. Voilà. Et du coup, j'ai un autre conseil à vous donner. Regardez la quantité déjà qu'on commence à voir. Et regardez ce qui se passe à la fin. Ce qui se passe à la fin, et surtout si vous tricotez de manière très souple, c'est que les mailles de la fin du rang ont envie de sortir. Alors méfiez-vous bien de ça. Personnellement, je cale mon aiguille quasiment contre mon ventre. C'est-à-dire, là, je ne le fais pas parce que je tourne et que je n'ai pas une profondeur de champ suffisante. Mais sinon, vraiment, je viens poser l'aiguille sur mon ventre et je tricote quasiment, hop, à la perpendiculaire comme ceci. Sauf que là, à la caméra, on n'y verrait rien. Le rang 9 est fini. Le rang 10, je le tricote aussi jusqu'au bout. Voilà, ça y est, je termine mon rang numéro 10. Alors, on va faire une petite pause pour venir observer un petit peu tout ça. Je vais poser mon aiguille. Mettre ça le plus à plat possible. Alors là, vous voyez, vu le nombre de mailles qu'on a, en effet, ça aurait tendance à vouloir sortir de ce côté, ça aurait tendance à vouloir sortir de l'autre. Donc déjà, premier conseil. Tricotez un motif en entier, faites donc les 10 rangs. Parce que vous aurez beaucoup de mal, si vous interrompez votre ouvrage au rang numéro 4, à vous souvenir où vous en êtes. Donc du coup, vous vous dites, là je suis en train de me le dire au moment où je vous parle, c'est que dans ce cas-là, il suffit de cocher les rangs. Oui, c'est ce qu'on pourrait penser, mais il n'est pas dit que vous pensiez tout le temps à cocher le rang que vous êtes en train de faire ou que vous venez de terminer. Pardon. Donc, moi je vous conseille avant toute chose de faire un motif jusqu'au bout. Deuxième chose, faites bien attention quand vous reposez votre ouvrage ou quand vous tricotez. Quand vous le posez, les mailles auront tendance à vouloir sortir de ce côté, vous voyez, naturellement. Et lorsque vous tricotez, elles auront par contre tendance à vouloir sortir de ce côté-là. Donc moi, je vous le disais, j'appuie carrément l'aiguille contre moi et je tricote à la perpendiculaire. Croyez-moi, c'est sport, mais honnêtement, ça vaut le coup. Puis c'est quand même assez sympa de tricoter avec ces aiguilles-là. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais sortir mon ouvrage de mon aiguille pour qu'on puisse voir correctement. Ne le faites pas, hein, ce n'est pas du tout nécessaire. C'est juste parce que je veux que vous puissiez voir un petit peu ce que donnent ces rangs raccourcis et ce que signifie exactement tricoter. Enfin, pas exactement, parce que je ne suis pas une pro du rang raccourci. En fait, j'y connais rien. Ce que je sais, c'est ce que j'ai découvert en le faisant. Donc, je veux vous montrer ce que j'ai découvert en tricotant du rang raccourci. Voilà, c'était ce que je voulais dire. A tout de suite. Voilà, donc je défais délicatement parce que j'ai bien l'intention de remettre les mailles sur mes aiguilles et je l'écarte un peu. Et voilà ce qu'on voit. On s'aperçoit que lorsqu'on tricote des rangs raccourcis, il y a des endroits de l'ouvrage qui sont plus souvent tricotés que d'autres. Le bout est très peu tricoté, et plus on s'avance vers le milieu, plus c'est tricoté. En fait, lorsque vous tricotez 10 rangs sur le milieu, vous n'en tricotez que 2 sur le bout, 4 sur les rangs, alors c'est sur les rangs 3 et 4, 6 rangs sur les rangs 5 et 6, et 8 rangs sur les rangs 7 et 8.
Et c'est parce que précisément on fait demi-tour et qu'il y a des endroits où on tricote plus que d'autres, que du coup ça donne cette forme arrondie. Donc ça c'est un motif en 10 rangs. Et on va répéter ce motif 6 fois en tout, c'est-à-dire que je vais le faire encore 5 fois, j'aurai 6 motifs en tout, et c'est ce qui fera que j'aurai une forme particulière qui me permettra de faire un pouf. Voilà qui est fait. Bon, ça va être un tout petit peu plus compliqué à vous montrer parce que vous voyez, c'est quand même énorme. Et puis ça pèse, il faut bien le dire. Alors j'ai mis une sorte de petit marqueur pour tenir ma première maille, de sorte que si tout tombe, que ça ne se défasse pas complètement. Je voulais vous montrer quelques bricoles, donc pour être sûr du nombre de motifs, vous pouvez aussi sur le milieu de l'ouvrage compter le nombre de rangs, et ça doit être un multiple donc de 10, donc il doit y avoir 60 rangs en fait. Vous pouvez aussi, comme je vous le disais tout à l'heure, regarder les rangs qui vont jusqu'au bout. 1, 2, 3, 4, 5 et 6, sachant que ici c'est mon rang de montage. Voilà, donc moi c'est bon, j'ai bien mes 6 motifs. Je voulais vous montrer d'autres choses aussi. Je vous ai parlé plusieurs fois des mailles qu'on ne prenait pas entièrement. Et ça, vous voyez, là par exemple, j'ai pris 7 fils au lieu des 8. Pareil ici, et je l'ai fait plusieurs fois. Hein. Voilà. Alors ce qui va se passer, et là même je ne sais pas ce que j'ai trifouillé, mais c'est pas très chouette. Ce qui va se passer en fait, c'est que par chance, il n'y a que de ce côté-là qu'il y en a. De l'autre côté ça va, donc l'endroit de mon pouf, ben, ça sera celui qui est le plus joli évidemment. Au pire des cas, vous passez de l'autre côté, vous venez chercher la petite boucle qui vous embête, hop, et vous la passez sur l'envers du travail si vous avez des défauts des deux côtés. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rabattre. Alors je vais rabattre du mieux que je peux sous la caméra. Et regarde, hop là. C'est un peu sport hein, quand même. Et je vais enlever ce petit marqueur et puis on va attaquer de rabattre ces 31 mailles. Alors pour les débutants, pour rabattre, il faut toujours avoir 2 mailles sur cette aiguille. Donc on va commencer par en tricoter 2. L'objectif ici, ça va être de rabattre le plus souplement possible. Donc de ne pas trop tirer sur ce fil. Malgré tout, on est obligé de le tenir. Je vais vous montrer pourquoi. Là, je tricote la deuxième. Et l'objectif va être ici de faire passer cette première maille tricotée par-dessus la deuxième. On dit qu'on la rabat. Quand je la rabats, pour éviter que celle-ci tombe, c'est vrai qu'on a tendance à tenir ce fil, puisque c'est le fil qui tient cette maille. Alors voilà, il faut essayer un petit peu de tenir tout ça sans tirer comme un âne. J'ai rabattu une maille, il m'en reste plus qu'une de ce côté, comme il m'en faut 2. Je vais en tricoter une deuxième. Voilà qui est fait, je prends la première et je la passe par-dessus la deuxième. Et le tout le plus souplement possible. Donc je continue comme ça jusqu'à ce que j'arrive à la fin et puis on se retrouve pour voir ce qu'on fait de notre dernière maille qui nous restera après avoir fini de rabattre. J'arrive vers la fin de mon ouvrage, de mon rabattage, qu'est-ce que je raconte? Hop, et je tricote la dernière. Je la rabats. Alors là, ce que je vais faire, moi je le fais pour tous mes ouvrages, que ce soit des grosses aiguilles ou des petites, je tire la maille et je la passe autour de mon poignet. C'est une façon comme une autre de sécuriser son travail. Et croyez-moi, c'est pas plus mal. On va devoir garder du fil perdu pour la couture. Donc moi je vous propose, si toutefois vous avez assez de fil, de prendre à peu près la longueur, qui est en fait la hauteur de votre ouvrage, et au minimum un peu plus de la moitié, puisqu'on a gardé du fil quand on a monté les mailles pour faire la moitié de la couture, donc ici on voudrait faire l'autre moitié. Voilà, moi je garde ça parce que j'ai vraiment largement assez de fil. On coupe. Hop, ah, hop, rien du tout. Tac. Et ce qu'on vient de couper, on va le passer dans la boucle. On tire et on resserre. Voilà, là pour le coup, on a terminé. En tout cas, on a terminé pour la partie tricotage. On va attaquer maintenant l'assemblage et puis ensuite il faudra faire le rembourrage. C'est presque le plus long à mon avis dans la totalité du tuto. Je vérifierai ça avec vous de nouveau.
bien que je ne me sois pas chronométrée pour tricoter cette partie-là, mais j'ai fait ça en 2-3 épisodes, donc je sais pas, 2 heures et quelques, je pense. 2 heures et demie peut-être. Allez, on va assembler tout ça. Bon, j'ai pu le poser sur la table, a priori, je crois qu'on voit toute la pièce. Alors là, ça ressemble plus à un ballon de rugby qu'autre chose, on est bien d'accord. Ne vous inquiétez pas, c'est le rembourrage qui va tout faire. Ça sera la partie, à mon avis, la plus, la plus galère, en fait. Je vous le dis maintenant, mais je pense que je vous l'aurais dit dans la présentation. C'est pas mon premier, hein, et je peux vous dire qu'à chaque fois, c'est une franche rigolade. Bon, première chose, on sélectionne bien quel côté sera l'endroit du travail. Donc moi, ce côté-là n'est pas très joli puisque j'ai des petites boucles. Donc je décide que c'est ici l'endroit du travail. Et pour être sûr de ne pas me tromper, je mets un petit repère. Deuxième chose, de ce côté, c'est le fil perdu qu'on avait gardé. Quand on a monté les mailles, comme il est bien roulé, bien tranquille, je vais le laisser comme ça. Et je décide donc d'attaquer par l'autre côté. Ce qu'il va falloir commencer par faire avant d'envisager d'assembler cet ouvrage, ça va être tout simplement de venir froncer ce côté-là. Alors, vous avez vu dans le matériel, je ne vous ai pas parlé d'aiguilles à laine. Ben forcément, comment voulez-vous avoir des aiguilles dont le chat soit suffisamment grand pour cette quantité de fil? Mais c'est pas grave, on va faire ça avec les doigts. Vous regardez le bord et vous avez régulièrement, entre deux rangs, vous avez sur le bord comme ça des trous assez importants. Et bien, vous venez passer la totalité du fil à l'intérieur, d'un côté, puis de l'autre, sans en oublier. Hop. Et on va faire ça sur toute cette bordure. Voilà. Arrivé au bord, je vous propose de venir chercher le dernier trou que vous trouvez. Il est plus petit, forcément, hein, c'est une maille. Hop. Et de venir le passer. Comme ça, on part bien d'un bord, on va bien à l'autre bord. Et maintenant, on fronce. Et alors, quand je dis on fronce, c'est on fronce. Hein. Alors, logiquement, ça ne devrait pas casser. Je ne voudrais pas non plus qu'il vous arrive un souci avec la quantité de fil. Normalement, ça ne devrait pas casser. Et quand on a bien froncé, on vient le relier en face. Donc, on trouve un trou et on passe une dernière fois le fil. Voilà qui est fait. Donc maintenant, on est prêt à assembler. J'ai plus assez de place sur ma table. Hop, on est prêt à assembler comme ceci. Donc vous voyez, l'assemblage se fait endroit du travail visible. Pourquoi? Parce qu'on va assembler uniquement une partie de l'ouvrage, ensuite faire le rembourrage et on finira l'assemblage. Et pour pouvoir finir l'assemblage quand l'ouvrage est quasiment terminé, eh bien il faut l'assembler évidemment endroit visible. Allez, on se met en position. Ah, je vais peut-être repasser encore une fois là parce que tu vois, j'ai vraiment envie que ce soit très très fermé. Donc je repasse si vous pouvez, parce que je ne sais pas quelle quantité de fil vous avez mis, je ne sais pas si vous tricotez serré ou lâche. Mais si vous pouvez, il n'est pas inutile, hop, de bien fermer. Donc mon fil est côté où j'ai monté les mailles. Et mon objectif va être de camoufler toute cette première partie et de venir chercher les petits barreaux qui sont juste en dessous de cette barre de point mousse. Le point de départ est un petit peu compliqué à trouver, tout simplement parce que c'est déformé, parce qu'on a beaucoup tiré sur le fil pour pouvoir serrer le haut de l'ouvrage. Mais en gros, vous essayez de trouver hop, deux barreaux qui se situent juste en dessous de la barre de point mousse et vous venez passer votre fil. Attends, tu vas voir que je ne vais pas y arriver. De toute façon, c'est sûr, chaque fois qu'il y a la caméra, moi, c'est une catastrophe. Voilà, je glisse mon fil dessous et je le fais passer. Le truc, c'est qu'on ne va pas trop tirer sur notre couture. Hein, on ne va pas tirer comme un âne, puisqu'on essaye de reconstituer un espace, donc on ne tirera pas trop. Ici, j'ai une petite boucle, pardon. Si je regarde dessous, j'ai effectivement deux barreaux. Donc, je vais venir passer mon fil sous ces deux barreaux et ressortir de l'autre côté. Hop. Et je détends un peu. Je vais en face et je cherche les deux barreaux qui sont... Là, j'ai une boucle. Alors, une boucle ici, une boucle là, une boucle là. Voilà les barreaux. Enfin, les barreaux, oui, j'appelle ça des barreaux, moi. En fait, ça forme un V, si vous regardez bien aussi. Et je passe dessous.
Donc il y a un côté où je suis un petit peu plus éloignée du bord que de l'autre. En face, voilà ma boucle. Et voilà mes 2 barreaux sous lesquels je vais passer. Je le fais encore d'un côté et de l'autre, et puis après on se met un petit peu en gros plan. Il est possible, pas en gros plan, en plan plus éloigné justement, il est possible que vous y voyez mieux. En face, ma barre de point mousse. Hop, mes 2 petits barreaux. Je viens chercher mon fil. Je le passe sous les 2 petits barreaux et je ressors de l'autre côté. Allez, j'éloigne un peu ma caméra pour qu'on y voit un tout petit peu mieux. Je suis de ce côté, je vais aller en face. Ça, c'est le fil que je viens de passer à l'instant. Ma boucle, les 2 petits barreaux. Je passe mon doigt dessous et je viens récupérer mon fil. Et je le passe. Je vais en face. Je cherche mes 2 petits barreaux. Alors quand je parle comme un robot comme ça, c'est que je galère un peu. J'ai toujours peur qu'on n'y voit pas assez. Je vais en face. Alors vous arrivez à repérer d'où vient le fil. Ça vous permet de mieux repérer où sont les prochains petits barreaux sous lesquels vous devez passer. Alors c'est vrai qu'avec la même couleur de fil, c'est pas forcément évident, mais là, pour le coup, on n'a pas le choix. Parfois sur les coutures, moi je conseille d'utiliser un fil d'une couleur contrastante sous les coutures, pour les coutures invisibles, puisque par définition c'est invisible, ça ne se verra pas. Ça a 2 inconvénients. Enfin, l'inconvénient majeur, c'est que du coup, ça vous fait rentrer des fils supplémentaires. Mais au moins, quand vous devez défaire votre couture invisible, vous voyez parfaitement où vous êtes, et quand vous la faites aussi d'ailleurs. Bon, moi j'utilise en général le même fil. On regarde un petit peu, barre de point mousse qui était tout au bord, barre de point mousse qui était un petit peu éloignée, et effectivement, on a recréé cet espace qui est entre les deux, qui est l'espace qu'on a aussi entre 2 rangs de point mousse. Donc là, l'espace est peut-être un petit peu grand, donc je vais tirer, ensuite détendre et écarter un peu pour que l'espace soit à peu près de la même taille que ce que je trouverais en temps normal sur le reste de l'ouvrage. Tout est une question de tension. De toute façon, en tricot, tout est une question de tension. Alors, il vient d'où lui? Il vient de là. Hop, je vais chercher, peut-être, oui, mes 2 petits barreaux. Ok. C'est sûr que si j'avais une aiguille à laine avec un chat suffisamment grand pour venir passer ces fils dedans, je vous assure que je ne m'embêterais pas à utiliser mes doigts parce que je trouve pas ça super agréable. Mais bon, hein, ça va pas nous arrêter. Voilà, donc au fur et à mesure, vous vérifiez que l'espace que vous avez créé ici, avec votre couture, n'est ni trop grand, ni pas assez. Qu'est-ce que je fais? Je continue un peu ou ça sert strictement à rien parce que vous y voyez que dalle? Ce que je vais faire, c'est que je vais... Hop, mes 2 petits barreaux. Je vais regarder ce que je viens de tourner. Je vais peut-être pleurer parce qu'on n'y voit rien. Et si je pense que je peux mieux faire, je refais une séquence derrière. Si je pense que je peux pas mieux faire, et ben j'espère que ça vous conviendra quand même. Sinon, je vous le dis, il y a quand même pas mal de vidéos qui sont faites pour pouvoir faire une couture. Le plus difficile, c'est de trouver une couture qui se fasse sur l'endroit du travail, puisqu'on ne pourra pas faire la couture sur l'envers. On ne peut pas terminer l'ouvrage après avoir rembourré et venir, enfin on peut, mais ça va être une vraie galère, venir coudre en passant le bras à l'intérieur pour faire la couture sur l'envers du travail. Ça me semble assez difficile, encore plus difficile que ce que je fais là, donc dans ce cas-là, allez, je continue. Bon, je viens de regarder, c'est pas génial, génial, mais on y voit quand même pas trop mal. Et puis, j'étais en train de réfléchir à cette histoire d'aiguille avec d'aiguille à laine avec un gros chat. Donc là, vous voyez, j'en ai une, mais c'est pas assez gros. Bon, ça doit être un truc que j'utilisais pour le tissage. J'aime beaucoup tisser. Enfin, au départ, je tisse, moi. Je tricote absolument pas, en fait. Donc ça, c'est trop petit. Puis après, j'ai trouvé ça. Et en fait, je crois que ce sont des passes lacées, ou je sais pas trop comment ça s'appelle. Alors celui-là, il est peut-être un peu plus complexe parce qu'il ne s'ouvre pas, mais regarde un peu ce que j'ai trouvé. Je suis hors champ, pardon. Donc je vous montre. Je suis trop contente. Donc hop, je passe le fil dedans. Et ensuite, je pousse ce petit cercle qui du coup vient resserrer le bout là. Je ne sais pas si vous voyez, mais du coup mon fil ne peut plus sortir.
Enfin, pas vraiment. Et du coup, haha, là, je suis de ce côté. Hop, est-ce qu'on va y voir un petit peu mieux grâce à ça? Mon fil sort de là. Eh bien, je prends les 2 barreaux suivants qui se trouvent juste sous la barre de point mousse. C'est pas mal, hein? Je suis assez contente. Comme quoi, hein, vous voyez. Donc, le fil sort d'ici. Donc, les 2 barreaux suivants sont là. Et voilà. Ah, j'ai peut-être trouvé quelque chose. Bon, après, c'est faisable avec les mains. Autre chose, l'espace que je suis en train de créer, bien sûr, vous vous dites, mais il est beaucoup plus grand que l'espace qu'il y a ici. N'oubliez pas qu'une fois que ça sera rembourré, ça va vraiment beaucoup s'étirer. Donc là, ça ne me choque pas plus que ça. D'accord? Quand on viendra faire le rembourrage, vous allez voir que tous ces espaces vont prendre à peu près la même taille, puisque l'objectif, c'est que ce soit le plus invisible possible. Allez, je continue, parce que là, du coup, c'est quand même beaucoup plus agréable à faire. Beaucoup plus simple. Bon, ben, je sais bien que vous n'allez pas vous acheter un passe-lacet. Je crois que ça s'appelle un passe-lacet, mais je ne suis pas sûre. Vous n'allez peut-être pas vous acheter un passe-lacet pour ça, parce que je ne suis pas sûre que vous en ayez besoin par ailleurs, mais ça peut peut-être vous donner une idée pour essayer de bricoler un truc. Ou sinon, avec les doigts. À la hussarde, tout simplement. Allez, à tout à l'heure. Je continue jusqu'à à peu près les 3/4 de la couture, de la longueur de couture. On peut voir si je resserre un peu là. J'essaye, hein, tant que la caméra tourne. Donc si je resserre après, au bout d'un moment, c'est... Ouais. Oh, je l'ai trop serré. L'expérience qu'il ne fallait pas faire. J'ai trop tiré là. Il va falloir que je détende comme ceci. Parce que si je tire trop, cette barre de point mousse, elle ne ressemble plus à rien. Il faut quand même qu'elle soit un peu souple, qu'elle ait du relief. Ouais, ça va aller. J'ai confiance. Allez, à tout à l'heure. Voilà, je suis arrivée, je pense, quasiment aux 3/4 de mon ouvrage. De toute façon, j'ai pas non plus énormément de fil qui me reste et je dois en garder pour pouvoir le rentrer aisément. J'ose pas le rentrer maintenant. Je vais vous dire pourquoi. Parce que quand je vais mettre ma housse et ensuite rembourrer, je vais y aller très fort. Il va falloir que je tire très fort. Et avant de rentrer un fil, j'ai l'habitude de le sécuriser. Si je le sécurise, ça va être très tendu. Et du coup, ça ne me permettra pas de les détendre, si vous voulez, de détendre plus exactement, le pouf comme je le souhaite. Donc, je laisse comme ça. Alors, si ça vous rassure de sécuriser un petit peu, vous pouvez le passer dans une maille. Voilà, comme ceci, histoire de retrouver votre fil et puis qu'il ne parte pas trop vite. Mais moi, en tout cas, voilà, je m'arrête là. Là, c'est vous qui allez faire votre petite cuisine, mais comme d'habitude, j'allais dire. Alors, je positionne le rang en mousse sur mon tissu et je vais venir tracer tout autour. Donc là, celui-ci, il fait 38 cm de diamètre. Ah ben, ma mine, elle est cassée, je ne vais rien tracer du tout. Voilà, c'est bon, ça devrait aller. Là, c'est un crayon spécial couture, mais effectivement, vous n'êtes pas obligé. Je pense qu'avec un crayon papier, ça devrait fonctionner. Voilà, c'est à peu près... Je ne sais pas si on le voit à la caméra, mais pour moi, c'est assez visible. Pour découper, moi, je préfère utiliser un ciseau cranteur. Tiens, il y a encore le prix dessus. 18,50 €, hein, c'est pas une paille non plus. Et je vais venir découper, mais je me situe facilement à 1,5 cm, 2 cm du bord. Parce qu'en fait, là où il y a le trait que je viens de faire, c'est là où il y aura la couture. Enfin, juste un petit peu avant. Donc, on garde un petit peu de marge de manœuvre pour pouvoir venir épingler correctement et faire la couture ensuite. Bon, c'est pas à 1 mm près non plus. Hop. Mais comme moi, je sais que je sais absolument pas coudre, ni tout droit, ni en cercle, je préfère prendre une petite marge de manœuvre. Parce que je dévierai sûrement de ma course au moment de la couture à la machine. Je pense pas il existe des colles textiles. Très honnêtement, je pense pas que ce sera suffisamment solide pour utiliser de la colle. À mon avis, ça va pas être possible parce qu'on va quand même beaucoup forcer dessus au moment du rembourrage. Donc la couture, c'est le mieux. Cela étant, on peut parfaitement la faire à la main si vous avez la patience ou si vous n'avez pas de machine à coudre. Eh bien, vous pouvez le faire à la main. Allez, je continue ça. Et puis, on se retrouve après. Alors ensuite, il me faut un coupon qui va me permettre de faire ce qui pourrait être l'équivalent d'une housse de traversin, en fait. Vous avez une dimension qui est de 75 cm. J'allais dire au minimum.
Si ça fait un petit peu plus, c'est pas très grave parce que vous verrez à la fin, on va venir rentrer le surplus de tissu, donc il n'y aura pas de souci. Je pense qu'en dessous de 70 cm, ça pourrait poser problème. Pour ce qui est de la deuxième dimension, puisque c'est un grand rectangle là qu'on a, et bien logiquement, ce qui va se passer, c'est qu'on prend la dimension de notre cercle de mousse, donc moi c'est 38, on le multiplie par pi, soit 3,14. Moi je trouve 119, à peu près 120, on va se prendre une bonne marge de manœuvre qui correspond d'abord à la couture qu'on va faire, ensuite au fait que même si c'est un tissu qui est en coton et qui n'est pas très extensible, on va venir beaucoup le bourrer. Donc moi si j'ai 120, je vais prendre une mesure de 125. Voilà, comme ça je suis tranquille. J'ai la place pour faire une couture et j'ai la possibilité, 125, 126 même, et j'ai la possibilité de bien le rembourrer. Voilà, donc j'ai un coupon qui fait 75 cm de haut par 126, hop, je vais y arriver, de large. Je le plie en deux, hop, et je vais venir faire une couture sur le côté de sorte à former un tube. Une fois que j'aurai fait la couture, ça fera un tube, c'est ce que j'appelais tout à l'heure la housse de traversin. Alors la couture, je vais la faire bien solide, à 1,5 cm du bord à peu près. Voilà qui est fait. Donc j'ai ma couture qui est ici. L'endroit du travail, c'est-à-dire la partie où on ne voit pas l'ourlet, est ici. Je prends ma petite pièce ronde et je vais venir, en regardant l'envers du travail, je vais venir l'épingler tout autour du bord. Oh, moi je mets une épingle, enfin je suis pas une spécialiste, hein, puis alors pas du tout. Hein. Je mets pas des épingles très souvent. On va dire tous les 3 cm à peu près. Hop. Quand vous arriverez au moment où vous finissez quasiment d'épingler, vous verrez qu'il y a peut-être un endroit où vous avez plus de matière qu'en face. Ça va un petit peu plisser. Bon, c'est un petit peu inévitable puisqu'il faudrait que votre tube soit du diamètre très exact de votre pièce ronde. Et à 2-3 cm près, ça me semble assez difficile. Donc là, c'est pas grave. Il y aura un petit pli. Très honnêtement, c'est pas grave du tout. Hein. Ça m'a fait la même chose sur l'autre exemplaire. Et ça n'a pas du tout été un souci. Donc au moment de la couture, ici, il y aura un petit pli. Et il y aura aussi un petit pli ici. Vous voyez, comme ça. Ben, c'est pas grave. Ok. Alors, maintenant, si on regarde, c'est pas très facile à montrer, mais j'ai épinglé mon cercle à mon tube. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir faire une couture tout le tour. Voilà qui est fait. Donc, maintenant, je retourne mon ouvrage. Hop. Et je vais venir mettre dans le fond mon cercle. Bon, il va falloir un peu forcer, hein, parce que normalement, c'est juste à la bonne dimension. Voilà qui est fait. Donc le cercle est comme ceci à l'intérieur. Je vais rentrer ça dans dans le pouf, hein, tout simplement. Voilà, donc là c'est rentré. L'objectif ici, ça serait que le centre du pouf soit bien au centre du cercle. Donc je retourne un petit peu la laine, voilà, parce qu'elle m'embête. Et je vais maintenant venir mettre mon rembourrage à l'intérieur, donc autant que je peux, vraiment le maximum possible et imaginable. On tasse bien, on pousse bien dans les angles. C'est là, hein, la partie sport, évidemment. Donc je fais ça, et puis on se retrouve après, parce que honnêtement, à filmer, c'est limite impossible. Mais vous verrez, vous allez vous débrouiller, je ne m'inquiète pas pour vous. Si, ce que je peux vous montrer, c'est que là, j'ai ouvert le sac, et ce que je fais, donc je ne pourrais pas filmer la totalité, mais je rentre le sac dans la housse elle-même. Voilà, et ensuite, je viens le vider aux 3/4, et puis après, je vais venir tasser tout ça et rajouter ce qui manque. Oui, j'ai oublié de vous dire un truc super important, ne portez pas de pull. Voilà, je vous montre le mien. C'est une catastrophe. Bon, là, j'ai mis et j'ai tassé le sac de... Je suis essoufflée, hein, je ne sais pas si vous remarquez, mais je vous jure que c'est sport. Le sac de 1 kg. On voit qu'il en manque encore un petit peu, vous voyez, là, ici, c'est quand même extrêmement souple, donc, bien sûr, on viendra finir la couture. Et on va surtout rajouter, hop, le deuxième disque avant que de fermer. Mais moi, je pense, en appuyant dessus, je pense qu'il en manque encore un peu. Donc, je vais utiliser la fin de coussin, un vieux coussin que j'avais, que je vous ai montré, puis de la ouate, un petit peu tout ce que je trouve.
et je vais venir finir le rembourrage. Et j'ai mis aussi une espèce de ouate. Non, c'est du molleton, je ne sais plus comment ça s'appelle exactement. Bon, regardons un peu. Alors, la forme définitive, vous la donnerez quasiment une fois que ce sera terminé. Hein, pour remettre les rayures bien droites, vérifier que ce soit bien centré de ce côté-là. Ici, je pense qu'on est pas mal. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais bien ouvrir. Et je vais glisser, hors caméra, parce que sinon je vais tout arracher. Je vais glisser le disque de mousse. Voilà, le disque de mousse est glissé à l'intérieur. Quand on regarde comme ça, on s'aperçoit qu'il y a peut-être des endroits où ça manque de rembourrage. Donc peut-être éventuellement venir en rajouter un peu. Ensuite, vous voyez, il nous reste pas mal de tissu. Et bien ce tissu, on va faire en sorte de le rentrer. C'est pour ça qu'on a pris 75 cm en fait, pour que ce soit plus long, plus haut que la hauteur définitive du pouf. Et ensuite, je viens simplement le rentrer comme ça. Voilà, comme ceci. Éventuellement là, si ça peut vous rassurer, vous pouvez venir faire quelques points de couture. Ok, pour être sûr que ça rentre bien, quoi. Je vérifie en tirant un petit peu sur la housse. Voilà, quand j'aurai fait la couture, ça sera comme ça. Ça me semble pas mal, ça me semble suffisamment tendu. Comme ça. Et ici, avec ce fil, je viendrai faire la couture sur le dernier tiers. Non, mais je suis essoufflée, mais sérieux. Et en plus, il y a cette espèce de truc là partout. Donc, il faudra enlever tout ce qui traîne sur le pouf lui-même, hein, évidemment. Et puis partout sur mon pull, partout par terre, enfin partout. Il y en a partout, absolument partout. Ça fait un peu neige de Noël, c'est de circonstance, vous me direz. Voilà, je fignole hors caméra un petit peu parce qu'effectivement, là, j'ai l'impression qu'il manque un petit peu de matière. Je vais peut-être rajouter du rembourrage ici. Je viendrai faire quelques points de couture solides, voilà, pour que la housse vraiment ne s'en aille pas. Bon, tu me diras, ça sera à l'intérieur, hein, donc normalement, ça ne devrait pas bouger, mais enfin, dans le doute. Vous savez que j'aime bien sécuriser les trucs, moi, c'est un peu mon truc à moi. Bon, allez, à tout à l'heure. Voilà, donc là, je finis de coudre un petit peu la housse. Vous voyez, je m'embête pas, hein, c'est vraiment juste pour pas que la housse s'ouvre une fois qu'on est assis dessus. Donc ça sera le bas du pouf. Puisque à cause de ce tissu qui est en trop et qu'on a rentré là, bah, ça fait des petits bourrelets un petit peu disgracieux. Donc autant que ce soit en bas. Donc là, je fais une première série de points avec un fil qui est quand même d'assez bonne qualité. Et je viendrai faire une deuxième série de points après. Pour être bien sûr que tout soit sécurisé. Donc le tissu en trop, je le rentre bien. Voilà. Allez, je continue. Avant de finir la couture, on va prendre le fil perdu qu'on avait. Et puis on va faire comme pour l'autre côté. On va venir le passer d'un côté et de l'autre du bord pour pouvoir froncer le haut de l'ouvrage. Voilà, on vient bien jusque dans l'angle. Ici. On tire bien fort. Et on repasse en face pour bien le fermer. Alors attends, je dis en face, mais il faudrait que je le voie, le en face en question. Je vais passer par là. Ok, voilà. Donc là, c'est bien froncé. Donc maintenant, il ne nous reste plus qu'à terminer cette couture pour venir rejoindre la première couture qu'on avait faite. On fait exactement la même couture que celle qu'on a faite pour le bas. L'autre solution aussi, si vous avez suffisamment de fil perdu qui vous reste de la couture du bas, c'est de venir continuer la couture jusqu'en haut, jusqu'à ce que vous rejoigniez ce fil-là, faire un nœud et venir camoufler le fil à l'intérieur. Là, c'est vous qui choisissez en fonction de la quantité de fil que vous avez d'un côté et de l'autre. Voilà, donc mes deux fils, mes deux coutures se rejoignent à peu près sur le bord en ce qui me concerne, mais vous, je ne sais pas exactement comment ça va se passer. Et donc maintenant, l'objectif, ça va être, hop, de venir camoufler les fils. Alors pour ça, il va falloir redescendre un petit peu dans la couture, le plus discrètement possible, sur quelques centimètres. Voilà. On va peut-être se mettre comme ça, ce sera peut-être plus simple. En essayant, voilà, que ça se voit pas trop. Donc je passe par-dessus les boucles qui existent déjà. De cette façon, mon fil se confond avec le fil de la maille. Hop. Et une fois que j'ai fait ça, eh bien,
je peux faire un petit retour. Je reviens un petit peu sur mes pas, histoire de consolider tout ça. Voilà. C'est pas la peine de faire, enfin il n'y a pas à sécuriser non plus pendant 107 ans. Il ne faut pas trop se prendre la tête. Zut, j'ai laissé un fil au passage. C'est pas, c'est, je suis debout sous ma caméra là, c'est pas vraiment commode. Hop. Donc l'objectif c'est de venir sécuriser un petit peu et que ce soit le moins voyant possible. Et ensuite, même avec les doigts, vous pouvez venir chercher le fil par en dessous, comme ça. Hop. Pour le faire courir sous la housse du pouf. Voilà. Encore un peu. Et ensuite, on le coupe. Donc là, je le coupe ici. Et je rentre. Vous voyez? Voilà. Je fais pareil avec celui-là. Et après, ce qu'il faut, c'est se mettre par terre et puis venir le façonner un petit peu. Enfin, lui donner la bonne forme. Parce que là, moi, en ce qui me concerne, je ne sais pas si vous le voyez, mais il est encore un petit peu bancal. Ça, c'est parce que le rembourrage n'est pas vraiment comment dire, réparti de façon homogène et équitable. Donc ça, vous vous mettez au sol et puis vous appuyez hardi petit partout. Vous voyez que ça dépasse un petit peu et vous lui donnez sa forme définitive. Alors, pour le rembourrage avec le jersey. Donc ici, j'ai utilisé un t-shirt qui est de taille XXL. J'ai besoin d'une paire de ciseaux crantés. Alors j'utilise des ciseaux crantés parce que ça évite que ça s'effiloche en fait. Mais vous pourriez utiliser une paire de ciseaux tout à fait normale. Un fil très solide, donc j'ai pris un fil de coton, un passe-lacet ou bien une petite épingle à nourrice, un mètre de couturière, une paire de ciseaux et puis une machine à coudre. Sinon il faudra le coudre à la main, ce qui est quand même un petit peu plus long. Pour vous donner un ordre d'idée, ici en largeur, je suis à 56 cm et je vais couper jusqu'au bas des manches, là jusqu'au démarrage des manches. Donc à peu près 48 cm, mais comme je vais faire là aussi un petit ourlet, ça fera plus que 45 cm de haut. Ben, je coupe le plus droit possible, sous les manches jusqu'à l'autre côté. Voilà, donc là j'ai fait des petites entailles, deux petites entailles de part et d'autre de la couture. Et je vais venir prendre une longueur de fil coton que je vais doubler. Donc je vais prendre un peu plus de 4 mètres, entre 4 et 5 mètres, et je vais venir doubler ce fil. Et je vais le passer à l'intérieur de l'ourlet, donc soit grâce au passe-lacet, soit tout simplement avec une épingle à nourrice. Voilà, donc j'ai un peu plus de 2 mètres de fil une fois qu'il est doublé. Et je viens passer le fil à l'intérieur de l'ourlet du bas du t-shirt. J'arrive à la fin, je ressors de l'autre côté et donc l'objectif, ça va être de tirer le fil le plus possible. Alors, attends, que je m'en mêle pas trop les pinceaux. De sorte que même lorsque je l'ouvre en grand, il reste du fil qui pende de chaque côté que je puisse récupérer facilement. Pourquoi? Parce que ça, c'est le côté qu'on va venir fermer en dernier. Donc il faut qu'on puisse l'ouvrir en grand pour faire le rembourrage et qu'on ne perde pas notre fil. C'est la raison pour laquelle j'ai pris autant de longueur. Alors peut-être un petit peu trop, mais enfin, voilà. Donc ici, ça sera le haut. C'est le côté qu'on fermera en dernier en venant froncer avec les bouts de fil qui dépassent. Pour l'autre côté, vous avez plusieurs solutions, mais quoi qu'il en soit, il faut que vous soyez sur l'envers du t-shirt. Voilà, de sorte que quoi que vous fassiez, ça ne se voit pas de l'extérieur. Donc là, vous pouvez décider de coudre un petit ourlet et puis de passer un fil comme on vient de le faire sur la partie précédente. Vous pouvez aussi choisir de prendre une aiguille à laine et puis une longueur de fil et de venir transpercer le t-shirt comme ceci. Voilà, tout autour. Passez votre fil, bon là, là il n'y a pas de fil, mais passez votre fil et venir le froncer. Ou bien encore, surtout si votre t-shirt est un petit peu long, vous pouvez tout simplement choisir de venir froncer le plus près possible du bord. Ensuite, venir enrouler avec votre fil de coton et puis froncer au maximum et puis bien serrer. Il se trouve que j'ai peur que les deux dernières solutions, donc celle-ci qui consiste à venir le froncer, l'entourer, le serrer très fort avec un fil de coton, ou bien
celle où on vient froncer l'ouvrage en faisant des petits trous avec notre aiguille. J'ai peur que ce soit solide, mais enfin pas non plus super solide. Donc moi je vais, je pense, tout simplement décider de faire un petit tourlet à la machine. Alors je suis nulle à la machine à coudre, mais là c'est sur l'envers. Ça ne se verra absolument pas. Faire un petit tourlet et puis venir faire exactement la même chose que de ce côté. Voilà qui est fait. Donc j'ai bien serré le nœud. Et maintenant je retourne et je me mets sur ce qui sera donc l'endroit. Voilà, ça c'est ce que je viens de faire. Ben, les fils qui dépassent. Alors la couture sur du jersey, honnêtement, j'avais jamais fait, c'est une vraie galère. Donc j'ai choisi un point zigzag que j'ai fait assez long. Et j'ai mis un minimum de tension dans le fil. Sur la machine à coudre, bien sûr. Ok, ben il ne me reste plus qu'à enfiler ça à l'intérieur de la housse du coussin. Et puis je vais remplir avec le rembourrage que j'ai prévu. Donc mes restes de laine plus ce rembourrage là. Attends, je vais essayer de... Hop, celui-ci. Je vais être obligée de faire ça hors caméra parce qu'il faut que je me mette debout pour essayer d'en mettre vraiment un maximum. Et quand je suis au maximum du maximum, c'est là que je viendrai fermer le haut de ma petite poche. Voilà, ça y est, j'ai réussi. Bon, autant vous dire que vraiment, ça a été très physique. Alors, j'ai rempli autant que j'ai pu et j'ai tassé vraiment en enfouissant mes mains à l'intérieur, comme des griffes, si vous voulez. Et je me suis rendu compte que, en étant toute seule, quand j'ai essayé de froncer ici le centre, j'arrivais pas à le froncer au-delà de mes forces. Donc ça laissait un petit trou apparent, ce qui n'était pas très grave, d'un point de vue esthétique, ça pose pas de problème, c'est à l'intérieur. Mais j'avais peur que le rembourrage sorte. J'ai donc glissé un petit bout de tissu, enfin un bon petit bout de tissu, de sorte que le rembourrage ne sorte pas. De l'autre côté, c'est mieux froncé, le trou est beaucoup plus petit, puis le rembourrage est fait de fibres. Donc il n'y aura pas de problème. Enfin, éventuellement, ça peut être une idée de glisser un petit bout de tissu avant de commencer le rembourrage aussi. Donc là, j'ai fait quasiment la moitié de la couture. J'avais suffisamment prévu de fil pour faire la couture entièrement avec le même fil. Celui-ci, je l'ai glissé, bien sûr, comme pour l'autre modèle, dans les mailles. Je viens le froncer, je le sécurise et ensuite, je vais terminer ma couture. Allez, je termine ma couture, je rentre mes fils, je fais la même chose que pour l'autre modèle. Et puis, on en aura fini et on se voit pour le bilan. Bon, c'est le moment du bilan. Alors, ça y est, j'ai terminé. Ce modèle-là, celui que je filme en direct, en fait, je l'ai fait 2 fois. Et celui-ci, je l'ai fait 2 fois aussi, mais le deuxième est déjà parti parce qu'en fait, ça fait partie des cadeaux de Noël que je fais cette année. Quelques petites indications sur mon ressenti. Alors déjà, c'est super sport, hein, je vous le dis tout de suite. La partie tricotage et sport, mais ça je connaissais bien puisque je tricote assez régulièrement avec des aiguilles 20. Mais alors la partie rembourrage, là pour le coup, ça a été vraiment exceptionnel, sans compter qu'on en fout absolument partout. Donc là, il faut que vous prévoyiez un endroit... Moi, les chiens sont venus se balader dans l'atelier au moment où j'avais du rembourrage partout par terre. Ça a été une vraie galère. Pour le choix du modèle, je voulais quand même vous en parler un petit peu, parce que je trouve que les deux poufs ne sont pas tout à fait pour les mêmes genres de personnes, en tout cas à mon avis. Celui-ci, il est un petit peu plus étroit, il fait un diamètre environ 40. D'ailleurs, vous trouverez les dimensions finales, comment ça s'appelle? Ça y est, je ne vais pas y arriver. Sous la vidéo, dans la barre d'infos. Donc celui-ci fait un diamètre 40 et puis je crois qu'il fait presque 50 cm de haut, je ne me rappelle plus. Alors, moi je l'aime bien, je vais vous dire pourquoi, parce qu'il est plus haut que celui-ci et je trouve, en ce qui me concerne, que c'est quand même beaucoup plus pratique pour s'asseoir. En plus, les deux, je les ai vraiment rembourrés, mais vraiment j'ai forcé, et ce qui fait qu'il est quand même relativement stable. Cela étant, je le déconseillerais pour une chambre d'enfant d'un petit de 5 ou 6 ans. Je vais vous dire pourquoi, parce que précisément, il est un peu haut et un petit peu plus étroit, et je pense que le gamin peut tout simplement se casser la figure. Je recommanderais pour une chambre d'enfant, je pense, ce modèle-là, la version 2. Donc après, vous voyez avec les couleurs pour que ça s'accorde, hein, bien sûr, que ce soit cohérent avec l'âge de l'enfant. Mais enfin, si toutefois c'est important pour vous, je raconte n'importe quoi, vous faites bien ce que vous voulez. Mais ce que je veux vous dire, c'est que celui-ci, dans une chambre d'enfant, me semble plus adapté, même à l'âge de 2 ans par exemple, parce que il est quand même nettement plus large, beaucoup moins haut. Et je pense qu'il y a enfin, c'est... j'arrive pas à trouver mes mots. Il y a moins de risque de se casser la binette. Voilà ce que je voulais dire. Deuxième chose, le choix de la housse. Alors, celui-ci, j'avais pas mal choisi. J'avais pris un tissu de coton dans les gris, ce qui fait qu'il ne se voit pas trop à travers.
Pour celui-ci et celui-ci, c'était pas du tout ce qui était prévu au départ, ni la couleur du fil, ni la couleur de la housse. Et vous voyez que la housse en jersey blanc, le t-shirt en jersey blanc sous ce fil gris, ça se voit quand même beaucoup. Et je dois vous avouer que ça me chagrine un peu, je trouve pas ça super super. Là, le tissu est blanc, c'est le tissu de coton que je filme pendant le tuto. Ben, vous voyez, ça se voit pas trop, c'est plutôt pas mal. Donc veillez bien à bien réfléchir et bien anticiper la couleur de la housse que vous allez confectionner à l'intérieur par rapport à la couleur de votre fil, parce que même si vous tricotez un peu plus serré que moi, il n'en reste pas moins vrai qu'il y a quand même des trous qui se forment, alors qu'on peut essayer de faire disparaître en faisant la mise en forme du coussin, mais enfin, quand même, ça se voit un petit peu à travers. Ce que je voulais vous dire aussi, alors attends, ça pèse 3 tonnes, hein, donc je vous explique, j'ai pas de balance à la maison, je n'en ai jamais eu et j'en veux pas, je veux dire de pèse personne. Et ma balance de cuisine ne peut pas peser la quantité de rembourrage que j'ai utilisé. Je suis sûre qu'un sac d'1 kilo ne suffit pas, je suis pas sûre qu'il faille 2 kilos pour autant, d'autant plus que je n'ai jamais utilisé que du rembourrage dedans, j'ai toujours rajouté des matériaux un petit peu recyclés, des restes, des ci, des là, enfin voilà. Mais en tout cas, 1 kilo ne suffira pas. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que ces deux-là, je les ai tricotés avec le même fil, le même nombre de fils. J'ai suivi très exactement la même chose que dans le tuto. Et pourtant, ça se voit peut-être pas forcément. Alors attends, je vais les tourner comme ça. Voilà. Vous voyez la différence un petit peu? Celui-ci est moins haut que celui-ci. Alors, il y a déjà la question du rembourrage. Celui-là, j'ai mis beaucoup plus de rembourrage parce que celui-ci que j'avais fait en premier, je le trouvais peut-être un petit peu mou. Et en mettant plus de rembourrage, j'ai gagné en réalité en hauteur. Donc ce que je vais vous expliquer, c'est que les dimensions vont dépendre de votre façon de tricoter. Donc est-ce que vous tricotez plus serré ou moins serré que moi? Donc avec des aiguilles 20, ça ne va pas non plus être une différence énorme, mais tout de même, ça va jouer un petit peu. Et la différence de dimension tiendra aussi à la façon dont vous allez rembourrer votre pouf. Voilà, ça donne quand même facilement 3-4 cm de moins en hauteur. Donc là, je ne sais pas si ça se voit vraiment. Alors pour être honnête, je préfère celui-ci qui est moins haut d'ailleurs, je le trouve plus stable. Du coup, ça m'amène à vous parler du diamètre du disque. Donc souvenez-vous, moi c'est un disque de mousse que j'ai acheté à Mondial Tissu, ce sont des mousses pour les coussins, enfin pour les fauteuils j'imagine. C'est pas une galette non plus, parce que les galettes c'est super fin. Encore que peut-être vous pourriez utiliser des galettes et puis les recouper un peu pour les faire en cercle, je sais pas, il faut voir, il faut faire des essais. Mais ce diamètre 38 est peut-être un petit peu petit. Je veux dire par là que vu la hauteur de ce pouf, pour un adulte, ça va très bien parce qu'on sait s'asseoir sur un pouf, mais je vous disais, pour un enfant ou un jeune ado qui a tendance à se jeter un petit peu, voilà, enfin bref, vous les connaissez, plus le diamètre de la mousse, de disque de mousse sera grand, mieux ce sera. Ce qui va se passer, c'est que si vous utilisez, parce que ça peut en fait se commander sur mesure, ces disques de mousse, vous pouvez parfaitement demander un disque de mousse de 4 cm d'épaisseur et de 45 de diamètre. Et si vous l'utilisez et que vous gardez le même tuto, ce qui va se passer, c'est que votre pouf sera plus large, mais du coup moins haut, forcément, puisqu'on a le même nombre de mailles au départ. Donc, et c'est pas vraiment un problème en fait, il ne faut pas vous inquiéter. Les rangs raccourcis s'arrêteront un petit peu plus tôt par rapport au diamètre final, mais c'est pas du tout un souci. Donc si vous avez la possibilité de trouver des disques de mousse qui fassent un diamètre 45 plutôt que 38, moi, je pense que c'est une assez bonne idée. En ce qui me concerne, je n'ai pas trouvé et puis j'ai pas voulu faire du sur-mesure parce qu'on n'a pas parlé du coût de cette bestiole. Mais il est quand même relativement important, en tout cas dans cette version-là. Ici, 8 pelotes à 2 €, donc 8 x 2, 16, plus 9 € de disque, donc 16 et 9, 25. Le rembourrage, vous allez compter minimum 7 € si vous mettez qu'un sac, plus éventuellement un deuxième sac si vous n'avez pas de matériaux à recycler. Donc on était à 25 plus 7, 32, éventuellement 7 de plus, ça fait 39. On est déjà arrivé à 40 € de matériaux, sans compter la housse. On espère avoir du tissu à la maison, mais enfin éventuellement il faudrait vous acheter pour cette version-là, voilà, comment ça s'appelle, un t-shirt. Alors moi j'ai pris un t-shirt premier prix, ça ne m'a pas coûté bien cher, mais enfin, vous voyez qu'on approche des 40 €, ce qui est pour un truc fait maison quand même assez cher. Je ne sais plus pourquoi je vous parlais du prix. Ah ben oui, par rapport au disque sur mesure. Si vous faites faire votre disque de mousse sur mesure, évidemment, ça va vous coûter plus cher que 9 € les deux disques, ça semble évident. Oui, on était dans le budget et je ne vous ai pas parlé du coût des aiguilles 20. Alors, à l'époque où j'avais fait le tuto 16, le pull doudou,
Les aiguilles 20, ça se trouvait pas aussi facilement que maintenant. Alors vous en trouvez assez facilement dans les boutiques. Je sais que chez Fil d'Art, par exemple, ils en ont. Il faut compter de 7 à 15 € la paire. Donc là, c'est pareil. Sur le budget, ça vient un petit peu peser aussi, il faut bien le dire. Bon, mais tout ça pour vous dire quand même que j'ai pris énormément de plaisir à faire ces poufs. J'espère que vous aussi, vous allez vous éclater. Alors, c'est super physique, franchement, je vous le dis, hein, il faut pas avoir de tendinite, ça c'est clair. Mais c'est vraiment sympa, je trouve que ça fait un joli cadeau en plus. Ce que je voulais vous dire, c'est que le pull doudou, moi je l'avais prévu à l'époque, le tuto 16, en moins de 8 heures, des triconautes m'avaient écrit en me disant qu'en 6 heures, l'affaire était pliée. Là, je pense que c'est la même chose. Une journée complète de 8 heures sera largement suffisante pour le faire. Donc, il est encore temps de vous lancer là-dedans pour vos cadeaux de Noël. Quoi d'autre? Ah oui, ici, un petit message pour Corinne qui se plaint toujours qu'il y a beaucoup trop de calculs dans mes tutos. Vous savez que mes tutos, je les fais tous avec un principe de base qui est que vous puissiez adapter mes tutos, quel que soit votre échantillon, donc quelle que soit la taille de vos aiguilles et de votre laine. Et bien voilà Corinne, je vous l'avais promis, un tuto sans calcul, enfin presque, puisqu'il faut faire au moins une addition pour savoir combien de fils on met ensemble, et éventuellement c'est optionnel, il faut faire un petit calcul aussi pour connaître à l'avance le métrage dont on aura besoin. J'étais en train de penser de nouveau au coût, je suis un peu branchée sur le coût là, sur le budget qu'il faut prévoir. Celui-ci m'a coûté autrement plus cher puisque le fil looping, chaque pelote, je ne sais plus, mais je pense que c'est pas loin de 5 €. Donc voilà, hein, au niveau budget, celui-ci s'envole. Par contre, vous avez la possibilité de mélanger des restes de fils que vous avez. Si vous avez une pelote de ci, une pelote de ça, enfin des tas de pelotes qui traînent, et que les couleurs vont bien ensemble et que les fils vont bien ensemble, vous pouvez les mélanger. Il faut simplement avoir vraiment calculé, par contre, la longueur minimum que doit avoir chaque fil pour que vous n'ayez pas votre fil numéro 7 ou numéro 8 qui s'arrête avant la fin de votre pouf, ça serait quand même dommage. Donc beaucoup de plaisir à tricoter ces poufs, j'espère que vous aussi. Là on approche des fêtes de fin d'année, donc déjà que l'année je suis débordée, mais alors là pour le coup ça va être la course folle, j'ai des tas de trucs à tricoter pour offrir, donc il n'y aura pas de tuto, à mon avis il n'y aura pas de tuto d'ici la fin de l'année, ça me semble assez difficile. Mais on se retrouve très bientôt pour un nouveau tuto tricot.